Bonjour et bienvenue sur La Bonne Idée. Je suis Lilou, assistante communication et animatrice du pôle média à la mission locale de l'Aigle. On se retrouve aujourd'hui au site du GRU pour les métiers en tournée. Mais tout d'abord, avant ce live, je vais vous présenter mon équipe, la team ML Prod. Et je vais commencer par Ewan à la régie. Ainsi que Noé, le nouveau service de la mission locale de l'Aigle. Et Lucie, la nouvelle service à la mission locale de Mortagne. Puis Laurette, notre runneuse pour ce live du jour. Et maintenant, je vais convier nos deux animatrices du jour à venir me rejoindre sur le plateau. Bonjour, je suis Amy, volontaire en service civique. Et moi, je suis également volontaire en service civique. Louane, les métiers en tournée, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Amy, c'est très simple. C'est un événement dédié à la découverte métier avec animation ludique, comme casque 360 et simulation de conduite avec un camion. C'est aussi des rencontres, des démonstrations avec des professionnels qui nous font découvrir leur univers. Ça a l'air top. Je te propose de voir ce que nos invités nous réservent. Et à tout de suite avec notre première invitée. C'est parti. À tout de suite. À tout de suite. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, moi je suis Ludovic Chorin, je suis responsable du budget et de l'emploi pour le TER Paris-Normandie. Quels sont les différents types de métiers à la SNCF? Alors à la SNCF, il y a 150 métiers différents qui sont à la fois des métiers d'opérateurs, mais avec plein de fonctions, des métiers qu'on voit. Généralement, on connaît le métier de conducteur, le métier de contrôleur. On connaît un peu moins les métiers un peu de l'ombre de l'entretien du réseau ou l'entretien du matériel. Quelles sont les qualifications et compétences requises pour travailler à la SNCF? Alors, la particularité de la SNCF, c'est qu'elle recrute pas de diplôme jusqu'à Bac plus 9. Okay. Bac plus 9, on se dit à la SNCF, c'est quoi Bac plus 9 à la SNCF? Et ben en fait, on a nos propres services médicaux et donc de temps en temps, on recrute des médecins du travail. D'accord. Quand je dis on recrute sans diplôme, si vous avez un peu d'expérience professionnelle, par exemple sur les métiers du voyageur, bah vous pouvez très bien être recruté comme agent en gare, agent d'escale ferroviaire, mais aussi contrôleur de train par exemple. Est-ce que vous proposez des formations pour vos employés? Alors systématiquement, nous on dit que la SNCF, elle recrute d'abord et elle forme ensuite. Si on prend le métier de contrôleur par exemple, on va vous recruter et on va vous former pendant 4 mois. Sur un métier d'agent d'escale ferroviaire, les agents qui sont en gare avec la casquette blanche qui donne les départs, eh bien c'est pareil, on a une formation qui dure à peu près 4 mois, une formation de sécurité mais aussi d'accueil de clients. Un des métiers où la formation est la plus longue et la plus difficile, c'est le métier de conducteur de train. Et là, conducteur de train, la formation elle va durer 12 mois en alternance entre de la théorie, de la pratique sur simulateur de conduite, avant qu'on vous envoie en ligne avec un moniteur. D'accord. Est-ce que vous avez des possibilités d'évolution de carrière? Eh ben en fait, oui, il y a plein de possibilités d'évolution de carrière. J'en suis le parfait exemple. Je suis rentré à la SNCF avec un baccalauréat il y a 35 ans. J'étais contrôleur de train. J'ai pu passer un examen en interne qui m'a amené sur un métier d'agent de maîtrise. J'ai encadré une équipe de contrôleurs et j'ai fait un deuxième examen de cadre en ressources humaines quelques années plus tard. Et aujourd'hui, en fait, je suis recruteur pour la SNCF. Est-ce que vous avez des postes à pourvoir? Il y a toujours des postes à pourvoir. La SNCF, au niveau national, elle recrute entre 6 000 et 7 000 personnes. Mais là, le niveau national, à la limite, on s'en fiche un peu. Vous allez me dire, et en Normandie? En Normandie, SNCF Voyageurs recrute en moyenne entre 80 et 120 personnes par an sur l'ensemble du territoire. Mais on n'est pas les seuls. Il y a SNCF Réseau, ceux qui entretiennent le réseau, qui font la régulation des trains, qui recrutent à peu près une centaine de personnes aussi. Super, merci beaucoup. Voilà. Bonne journée. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je suis Frédéric de la mission locale de l'Aigle-Mortagne. Je suis conseiller à la mission locale depuis le 1er novembre 2023 et je suis aussi animateur dans le groupement de créateurs depuis début janvier. C'est quoi le groupement de créateurs de la mission locale l'Aigle-Mortagne? Eh bien, nous accompagnons des personnes qui ont une idée, une envie, un projet de créer, et on va les accompagner sur une phase d'émergence pour les emmener à
faire émerger leur projet. Hein. C'est pour quel public? Alors pour tout public, 16-25 ans et adultes, pour ma part, sur les territoires. Quelles sont les principales étapes de l'accompagnement proposé par le groupement? Alors les étapes, elles se font en 4 phases, c'est-à-dire l'idée du projet qui va développer. La deuxième, c'est la mise en situation de son projet et puis ensuite l'adéquation avec son environnement. Ok. Quel type de projet les porteurs peuvent-ils réaliser au sein du groupement? Écoutez, là j'ai un exemple, j'ai Jennifer que j'accompagne, qui elle fait dans la couture. Et là, elle a fait des choses en fait sur le bien-être. Ok. C'est-à-dire des sacs pour le yoga, elle a fait des bouilloires. Alors, je connaissais pas, elle a fait des bouilloires sèches. Ok. Et quelles compétences les porteurs du projet apprennent-ils en travaillant sur leur projet? La première chose, c'est déjà apprendre à se connaître. Oui. Et ça, c'est déjà la plus importante. Ils vont avoir aussi des compétences de pouvoir mettre en avant leur savoir-être, leur savoir-faire, et puis pouvoir aussi expliquer leur projet devant plusieurs personnes, parce que c'est pas plus évident d'aller échanger. Quand on n'a jamais parlé devant des personnes, faire un pitch, c'est quelque chose de difficile. Et on les accompagne aussi dans ce moment-là, et ils montent en compétence sur ces choses-là. Ok. Comment pouvons-nous vous contacter? Vous m'appelez. Ok. Non, vous appelez la mission locale. Vous pouvez à tout moment, on vous mettra en lien avec nous. Ok, super. On vous remercie beaucoup en tout cas. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour. Donc moi je m'appelle Gaëlle Bourgeois, je suis éducatrice de jeunes enfants à la Maison de la Petite Enfance des Pays de l'Aigle, donc pour le CIS. Je suis en relais de direction sur la crèche de Saint-Sulpice-sur-Île et en mi-temps aussi en coordination par rapport à tout l'aspect petite enfance et parentalité sur le territoire. Pourquoi êtes-vous présent aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis présente pour faire découvrir les métiers de la petite enfance, notamment le mien, mais aussi ceux de mes collègues qui sont auxiliaires de puériculture ou alors accompagnants petite enfance sur les crèches. Et on est là aussi pour faire découvrir le métier d'assistant maternel, qui est un métier aussi qui recrute beaucoup. Donc voilà, on a beaucoup de manque de personnel sur tous ces diplômes et du coup, on est là pour les valoriser et les mettre en avant aujourd'hui. Quel service mettez-vous à disposition pour la population sur territoire? Donc nous, on a 2 services, les services crèche, mode d'accueil du coup pour les parents qui travaillent ou qui ne travaillent pas. On fait aussi de l'accueil occasionnel, c'est-à-dire pour les parents qui ont besoin de souffler, qui veulent faire garder leur enfant 1 heure par-ci, 1 heure par-là pour pouvoir faire d'autres choses. Donc voilà, on a vraiment ce mode de garde-là. Et après, on propose aussi le relais petite enfance pour les assistantes maternelles en fait du territoire qui peuvent venir avoir des réponses à leurs questions par rapport à leur métier, avoir des réponses par rapport aux familles qu'elles accueillent. Et on propose aussi des ateliers du coup aux assistantes maternelles avec les enfants qu'elles accueillent. Donc, voilà. Quelles sont les compétences et qualifications requises pour travailler dans votre collectivité? Alors pour travailler en petite enfance, il y a 3 types de diplômes. Il y a le CAP accompagnement éducatif petite enfance, donc c'est le premier niveau de diplôme. Après il y a le diplôme d'auxiliaire de puériculture et ensuite le diplôme d'éducatrice de jeunes enfants. Donc pour travailler dans notre collectivité et en petite enfance, il faut obligatoirement avoir un de ces 3 diplômes-là. Il y a aussi le bac pro SAPAT qui peut travailler chez nous, mais voilà, en tout cas, pour travailler en petite enfance, il faut forcément un diplôme reconnu par l'État pour pouvoir travailler dans notre filière. Est-ce que vous accueillez des stagiaires pour des stages de découverte métier? Oui, tout à fait, nous accueillons des stagiaires, peu importe l'âge et la formation, on peut accueillir des stagiaires sans problème.
Est-ce que vous proposez des modes d'accueil adaptés aux besoins spécifiques des enfants, par exemple les enfants handicapés ayant besoins particuliers? Oui, tout à fait. C'est une de nos missions également de pouvoir proposer ce type d'accueil. On propose des accueils pour les enfants en situation de handicap. On peut aussi proposer des accueils pour les familles qui ont des besoins spécifiques, des parents qui veulent reprendre une formation et qui sont dans un parcours d'insertion professionnelle. On peut tout à fait accueillir les enfants et on aimerait vraiment travailler dans ce sens en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement le rôle du CIAS du Pays de l'Aigle dans l'accompagnement des familles, en particulier ce qui concerne la petite enfance? Oui, alors sur le CIAS, du coup, il y a tout un travail qui est fait pour accompagner les familles. Donc ça va de la crèche à la mise en place de la quinzaine des familles, par exemple, qui vient de se terminer là sur les 15 derniers jours. Où voilà, on propose tout un tas d'ateliers petite enfance pour les familles, pour pouvoir justement leur montrer ce qu'ils peuvent faire avec leurs enfants, ou voilà, pouvoir en tout cas promouvoir ce qui se passe dans nos structures. Et il y a bientôt, le 9 juin, il y aura la rue aux enfants également qui va être proposée. Donc là, conjointement, le CIAS et la CDC, ainsi que la ville de l'Aigle, on se regroupe tous les trois pour pouvoir mettre en place cette rue aux enfants. Donc l'idée, c'est de venir jouer dans la rue avec du matériel du coup prêté par ces trois structures et qui va nous permettre voilà, de discuter aussi avec les familles tout au long de la journée. Donc, voilà. Super, merci beaucoup. De rien, merci à vous. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je suis Sébastien Course, dirigeant de la société SMA, Société Mécanique Aiglone. Quel est votre secteur d'activité? Alors SMA est une entreprise qui fait de la fabrication, de la réparation et de la rénovation d'équipements industriels pour tous les industriels du secteur et de toute la France d'ailleurs. Donc notre secteur d'activité, c'est principalement l'usinage et la réalisation, le montage, l'assemblage et la mise au point de machines spéciales. Quel type de produits fabriquez-vous? Alors, principalement et en premier lieu des pièces de maintenance que nous réparons ou alors des pièces que nous refabriquons à neuf sur la base de plans ou directement à partir de pièces endommagées que nous refaisons à neuf. Nous fabriquons également des convoyeurs, donc des systèmes qui permettent de transporter de la matière, là principalement pour l'agroalimentaire, donc des bouchons. Et enfin, nous fabriquons aussi des machines spéciales sur la base de spécifications qui nous sont données par nos clients. Quelles sont les compétences et les qualifications requises pour travailler dans votre entreprise? Alors chez SMA, la première compétence qui est nécessaire, c'est la rigueur. Parce que nous travaillons sur des pièces qui doivent être précises. Donc il faut beaucoup de rigueur dans le travail réalisé par les personnes. Une capacité à lire les plans, capacité en mécanique bien évidemment, puisque pour réaliser des pièces, il faut comprendre à quoi elles peuvent servir et respecter bien évidemment le plan. Et puis enfin également un très grand esprit de communication, parce qu'une pièce ne se fait pas tout seul. Elle se fait entre un bureau d'études qui va réaliser la conception de la pièce jusqu'à la réalisation de la pièce et qui souvent nécessite plusieurs personnes et plusieurs activités au sein de l'entreprise pour être réalisée. Quel métier, poste proposez-vous dans votre entreprise? Alors chez SMA, nous proposons plusieurs métiers, que ce soit de l'usineur, tourneur, fraiseur. Nous avons des personnes qui font du soudage. On a des personnes qui font de la mise au point, du montage et la mise au point de machines. Et également, comme je le disais, des personnes qui sont chargées d'affaires et qui font du bureau d'études. Avec quelle entreprise collaborez-vous régulièrement? Alors nous travaillons localement beaucoup avec les entreprises telles que Framatome, Frénéa, Nomel, HME, Delpharm, IMV. En fait, comme nous travaillons sur l'outil industriel, nous sommes agnostiques du secteur d'activité, nous sommes capables de travailler avec tous les industriels du secteur, mais nous travaillons aussi plus largement sur toute la France avec des entreprises telles que Zalkin ou même Cristalline. Avez-vous des stagiaires? Bien évidemment, on est toujours heureux d'accueillir des stagiaires, mais également des apprentis dans les métiers de l'usinage, entre autres. Ok, bah super, on vous remercie beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci.
Bonjour. Oui, donc moi c'est Louise Delannoy, je travaille au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie. Pourquoi êtes-vous présent aujourd'hui? Alors je suis présente aujourd'hui pour présenter donc le métier de marin-pêcheur sur ce forum des métiers. Le métier de marin-pêcheur en fait se décline en 3 sous-métiers, si je peux dire ça comme ça. Donc il y a matelot, mécanicien à la pêche et patron pêcheur. Est-ce que vous savez nous en dire qu'est-ce que c'est exactement? Oui, Trouve ton flot, en fait, c'est à la fois un site internet, un compte Instagram et une campagne de communication qui est destinée en fait aux jeunes et aux personnes en reconversion pour leur présenter justement le métier de marin-pêcheur. Et également quelques autres métiers qui font partie aussi des métiers de la pêche, qui découlent en fait des métiers de la pêche. Quel métier proposez-vous? Alors donc comme je disais, donc on a le métier de matelot, donc c'est pêcheur embarqué sur bateau. On a le métier de mécanicien à la pêche qui va être à la fois pêcheur et mécanicien, donc s'occuper aussi de l'entretien du bateau et du moteur. Et puis on a aussi le métier de patron pêcheur ou capitaine de pêche selon le bateau. Et donc là, c'est lui qui va choisir où on pêche, comment on pêche et qu'est-ce qu'on pêche. Donc il y a une grosse partie navigation et une grosse partie aussi technique pour bien connaître les espèces et savoir comment on les pêche. Est-ce qu'il y a des écoles spécialisées en Normandie? Oui, en Normandie, il y a 2 lycées maritimes. Donc on a la chance d'en avoir 2, il y en a 12 en France. On en a un à Cherbourg et un à Fécamp. Il y a un internat dans le lycée, donc ça permet aux jeunes de pouvoir intégrer le lycée, même s'ils sont assez loin. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, oui, avec plaisir. Donc moi je m'appelle Céline Renard, je suis responsable d'un service entreprise au sein de la Maison de l'Emploi et de la Formation du Cotentin. Et à l'intérieur de notre association, on a une mission locale notamment. Dans le cadre de mes projets, moi j'ai une casquette plutôt industrie, projet industriel. On a créé un espace métier qui s'appelle l'Étincelle, qui est dans la Haute École de Formation Soudage et FAIS à Cherbourg. Voilà. Pourquoi êtes-vous présent aujourd'hui? Alors, pourquoi on est présent aujourd'hui? Donc nous, ce qui est intéressant, c'est pouvoir parler de ces métiers de l'industrie, donc la chaudronnerie, la tuyauterie, la soudure et le contrôle non destructif dans les filières navales et nucléaires sur tout le territoire normand. Déjà parce qu'on travaille en étroite collaboration avec la région Normandie, avec l'Agence de l'orientation et des métiers de Normandie. Donc c'est important qu'on aille sur tout le territoire parler de ces métiers où il y a énormément de besoins dans le Cotentin, mais aussi en Normandie, à travers notamment les projets du nucléaire. Comment avez-vous créé votre association? Alors, mon association, déjà, c'est la Maison de l'Emploi et de la Formation. Elle est créée depuis 1991, donc n'y était pas encore. Elle a été créée par les pouvoirs publics en partie. Mais notre structure, qui est l'Étincelle, en fait, on est, on va dire, un regroupement de structures. On n'est pas une association, donc il y a l'Agence d'orientation, la Maison de l'Emploi et de la Formation et un centre de formation. On a créé une convention tripartite pour créer cet espace métier-là. En fait, tout le monde a besoin de recruter. On a besoin de parler des métiers et des filières, donc il y avait de l'intérêt pour tout le monde. Donc c'est une convention de partenariat finalement. Vous organisez des expériences immersives. Pourquoi faire découvrir les métiers de l'industrie? Qu'est-ce que c'est Quel est l'intérêt du coup? Voilà. D'accord, alors du coup, il y a énormément de besoins en recrutement dans le Cotentin et dans toute la Normandie. Donc pour y voir plus clair pour les publics scolaires en recherche d'orientation, les demandeurs d'emploi, on s'est dit que c'était intéressant en fait de créer une expérience avec du jeu pour que l'information elle soit un peu plus sympathique à entendre, à découvrir. Donc c'est un espace de 150 m² où il y a la réalité virtuelle, un simulateur de soudage, un escape game, des visites d'ateliers, et à travers tout ça, on fait découvrir une expérience immersive. Et surtout, pourquoi on est là, on déporte certains outils de notre espace métier qu'on peut emmener sur les forums, parce que c'est important que dans tous les territoires normands, on parle de ces métiers-là, parce qu'on a besoin dans le nucléaire, dans le naval, mais aussi dans la pharmaceutique, dans la pétrochimie, dans toute l'activité normande finalement.
Vous organisez aussi des semaines thématiques. En quoi consiste-t-elle ? Alors, en effet, on a des semaines thématiques. Je vois que vous êtes très bien renseignés. Donc, on travaille sur la semaine de l'emploi nucléaire, notamment la semaine de l'emploi maritime et fluvial, la semaine de l'industrie, les thématiques mixité. En fait, c'est de se dire que sur des thèmes qui sont abordés au niveau national, et notamment par France Travail, c'est de se dire qu'on fait un focus événement, on invite une ou des entreprises à venir parler de leur structure, de leur activité, et en complémentarité avec nous, c'est de se dire que l'entreprise prend la parole, on prend aussi la parole, on fait venir des visiteurs qui peuvent être différents, hein. Ça peut être des familles, par exemple, un parent qui vient aider son jeune à s'orienter, ça peut être des professionnels comme des professeurs de l'éducation nationale ou des formateurs ou des conseillers, et puis de venir surtout sur ces semaines-là faire un focus, là c'est le cas la semaine prochaine, sur l'emploi maritime. Donc on a une entreprise qui s'appelle JSP Industrie qui nous fait l'honneur de venir avec quelqu'un en alternance, quelqu'un du terrain et des objets pour pouvoir montrer le savoir-faire. Donc c'est de mettre en lumière les entreprises et leur savoir-faire notamment. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Oui, bonjour. Alors moi, je m'appelle Julie Fernandez et je suis chargée de mission en recrutement pour l'Académie de Normandie. Alors l'Académie de Normandie, elle s'occupe de l'enseignement. Et nous, nos services, c'est le recrutement des personnels contractuels de l'éducation nationale, donc enseignement, conseillers principaux d'éducation et psychologues scolaires premier degré et second degré. Eh bien, on a en charge d'essayer de rendre attractif le métier d'enseignement et de recruter du personnel. Donc moi, essentiellement, le recrutement, qui n'est pas une chose facile. Quelle est la durée de votre formation ? Alors moi, j'ai un bac plus 5. Mais pour être attaché donc en recrutement, c'est un concours. Donc on peut avoir un peu moins de niveau d'études, mais après il faut quelques années d'ancienneté en interne et passer le concours en interne. Okay. Il y a plusieurs possibilités d'arriver à ce niveau-là. Ouais, merci beaucoup en tout cas, on vous remercie. Au revoir. Au revoir. Nous voici de retour pour la suite de notre live. J'accueille tout de suite notre prochaine invitée, Mélanie, pour le point Info Jeune. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors bonjour, moi je suis Mélanie, donc du point Info Jeune Perche-Ornay, situé à Mortagne-au-Perche. Quelles sont les principales thématiques abordées par Info Jeune Perche-Ornay pour aider les jeunes ? Alors on aborde vraiment toutes les thématiques autour du jeune, que ce soit la formation, le logement, l'emploi, les loisirs, vraiment toutes les thématiques de sa vie quotidienne. Comment un jeune peut-il accéder au service d'Info Jeune Perche-Ornay ? Alors du coup, sur notre plaquette, on a tous nos contacts, une adresse mail, un numéro de téléphone par lequel les jeunes peuvent nous contacter. Info Jeune Perche-Ornay propose-t-il des ateliers ou des événements pour les jeunes dans l'Orne ? Alors du coup, on est plus à se greffer sur les événements et après on peut proposer des animations dans les établissements scolaires par exemple. Quel type de ressources Info Jeune Perche-Ornay met-il à disposition pour la recherche d'emploi et de formation ? Alors pour la recherche emploi-formation, on a des casques de réalité virtuelle métier 360 et on a aussi accès à une ressource documentaire qui s'appelle Digibox, où dessus on peut retrouver toutes les infos sur les métiers, les formations et toutes les infos dont les jeunes ont besoin pour être réguliers dans leurs projets. Super, merci beaucoup. Merci.
pouvez-vous vous présenter ? Oui, bien sûr. Donc, je suis Philippe Courpotin. Je suis responsable de la formation professionnelle et de l'attractivité au sein de la direction départementale des finances publiques de l'Orne. Et donc, à ce titre, j'interviens notamment auprès des étudiants, des lycéens pour leur faire connaître les finances publiques. D'accord. Pourquoi êtes-vous présent aujourd'hui ? Alors aujourd'hui justement, je viens pour présenter nos métiers. Nous avons une cinquantaine de métiers. Les finances publiques sont très mal connues. Donc c'est le moment de les présenter aux jeunes pour qu'ils aient une visibilité un peu plus claire. Et leur faire connaître aussi les divers chemins d'accès pour entrer aux finances publiques. D'accord. Sachant que nous entrons par le biais d'un concours qui a été rénové, qui permet notamment aussi d'y accéder maintenant avec une affectation locale sur 3 départements. En quoi consistent les finances publiques ? Alors les finances publiques, c'est vrai que c'est plus difficile à expliquer qu'infirmier ou policière. Les finances publiques, en fait, nous gérons l'argent public. D'accord. En fait, finalement, nous le portons dans notre nom. C'est-à-dire que nous faisons rentrer l'argent public par le biais de l'impôt et nous gérons l'argent public au nom de l'État, des collectivités locales et des établissements publics. D'accord. Vous proposez un jeu Enigma FIP, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. En quoi ça consiste ? Alors ce jeu Enigma FIP, il est tout simple. C'est un petit jeu dans lequel on va évoluer. On met en scène un jeune stagiaire qui est complètement perdu, qui a oublié qu'il avait une réunion et qui doit se rendre à la salle de réunion. Et en fait, son parcours est semé d'embûches qui lui permet de découvrir à chaque fois un indice qui lui fait comprendre l'intérêt de tel ou tel de nos métiers. Ce jeu aide en soi ou... Il est utile parce que on s'y prend. Alors c'est pas un jeu comme on va y jouer quand on est ado. C'est un jeu de découverte, mais qui remplit très bien son rôle. Oui. Ok. Et quel métier proposez-vous ? Alors, comme je disais, nous avons une cinquantaine de métiers, donc on ne va pas tous les faire ici. Essentiellement, notre premier gros pôle de métier, c'est l'impôt. C'est d'abord s'assurer que les gens déclarent l'impôt, faire rentrer l'argent et contrôler, c'est-à-dire vérifier que les gens ne se sont pas soit trompés, soit n'ont pas triché. Et autre métier, c'est la gestion publique. C'est là où nous percevons à la place des décideurs publics, nous percevons leur argent et nous assurons leurs dépenses. Ok, super. Merci à vous en tout cas. Avec plaisir. Merci. Bonne journée. Merci. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, alors bonjour, donc moi je suis Sophia Lézé, la chargée de territoire de l'association MCEM3S, chargée de territoire sur le centre-Orne et l'Est-Orne, et MCEM3S est une association qui accompagne les personnes qui veulent s'orienter vers les métiers du médico-social, social et sanitaire, et nous sommes présents sur tout l'Orne. Pourquoi êtes-vous présent aujourd'hui ? Alors, MCEM3S dans les valeurs de MCEM3S, on se doit d'être présent sur tous les événements. On a été invité par l'agence de l'orientation. Donc pour nous, l'objectif aujourd'hui d'être présent sur les métiers en tournée, c'était vraiment de rencontrer du public, des jeunes ou des moins jeunes qui veulent s'orienter vers ces métiers-là. Que proposez-vous à MCEM3S ? Alors nous, on propose un accompagnement qui est gratuit, bien sûr, un accompagnement sur mesure, fait par les coachs autonomie sur les 3 territoires, Flers, Argentan, Vimoutiers, Alençon, Ségacé et Mortagne-l'Aigle. Et on accompagne du coup les personnes qui veulent s'orienter vers les métiers du médico-social, social et sanitaire, vraiment sur mesure, avec la spécificité de pouvoir être en lien direct avec les employeurs et les organismes de formation.
Quel public accompagnez-vous? Alors, on accompagne tout public, sauf, il y a quand même un petit sauf, les scolaires, les lycées. On fait quand même de la sensibilisation auprès des lycées et des collèges, mais étant donné que l'éducation nationale est déjà présente dans les parcours, on n'accompagne pas ces publics-là. Par contre, on accompagne les jeunes de la mission locale, les demandeurs d'emploi de France Travail, enfin vraiment tous les publics, jeunes ou moins jeunes, reconversion ou pas de reconversion, vraiment libre à chacun. Merci beaucoup. De rien. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Oui, bonjour, je m'appelle Florence Louc, je suis peintre sur mobilier et j'exerce mon activité professionnelle à l'Aigle depuis 4 ans. Pourquoi êtes-vous présente aujourd'hui ? Alors, j'ai été sollicitée, il faut le dire, hein, je ne connaissais pas l'existence de ce salon, donc on m'a téléphoné, on m'a expliqué de quoi il s'agissait, transmettre mon métier, expliquer mon métier qui n'est pas très connu, mais qui est un métier d'art et je pense que c'est un très beau métier, donc j'ai envie aujourd'hui de le faire mieux connaître. Vous proposez un accompagnement, en quoi consiste-t-il ? Alors l'accompagnement, il s'adresse à des personnes qui souhaitent rénover un meuble, qui ne savent pas comment s'y prendre, qui n'ont pas les étapes, qui n'ont pas le matériel, qui n'ont pas les locaux. Donc ils viennent chez moi, à l'atelier. On travaille ensemble par demi-journée et on rénove le meuble petit à petit, séance après séance. D'accord. En quoi consiste votre métier ? Alors, le métier de peintre sur mobilier, c'est un métier qui consiste à sublimer un meuble, on va dire. Okay. Les clients me confient un meuble, souvent qui est un meuble de cœur, un meuble qu'ils aiment particulièrement, dont ils ont hérité parce qu'il appartenait à un parent, parfois une amie. Et eux, ils veulent le remettre dans leur intérieur, ils veulent le réutiliser, mais il ne correspond pas à leur goût ou il ne correspond pas au style de leur maison. Donc, mon métier, c'est de décaper, de poncer, de traiter, de restaurer et puis de repeindre dans les couleurs, dans le style que les clients souhaitent apporter à ce meuble. Comment pouvons-nous vous contacter ? C'est très facile pour me contacter. C'est vrai. Le numéro est écrit partout. Non, j'ai un numéro de téléphone que vous trouverez très facilement sur mon site internet. D'accord. Ça s'appelle Le Bois Réenchanté. Okay. Donc vous me trouverez en cherchant sur Google et sur les réseaux sociaux. Ok, bah super, je vous remercie beaucoup en tout cas. Avec plaisir, merci à vous. Merci. Bienvenue sur notre live. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, avec plaisir. Je m'appelle Clotilde Courel, je suis chargée de relations entreprises pour le CFA, CFPPA, Hortipol, Évreux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consistent les formations dans votre CFA ? Alors, on a 3 spécificités. On a, pour ce qui est la partie lycée, la gestion des milieux naturels et de la faune, donc en bac pro, avec aussi un bac pro en aménagement paysager. Et on propose ce même bac pro en alternance avec notre CFA, puisqu'on est spécialisé dans l'aménagement paysager. Et ça va du bac pro, donc CAPA, jusqu'à la licence avec une licence en éco-gestion. Et ils peuvent le faire hors alternance, oui, pardon ? On propose nos formations, que ce soit en scolaire ou en apprentissage, en alternance. Et aussi, en dernière spécialité, on fait de l'horticulture. Ok. Voilà, donc l'horticulture, c'est les métiers du maraîchage, pépinière, travail en serre, voilà. De la graine jusqu'à la vente de la plante ou jusqu'à ce que la plante donne des légumes ou des fruits. Ok. Voilà. Et est-ce qu'il y a des prérequis pour intégrer vos formations ou pas du tout ? Pas forcément de prérequis, avoir 16 ans ou 15, enfin voilà, pour l'apprentissage, avoir le diplôme du collège. Et voilà, si on veut passer le BTS, avoir un bac en aménagement paysager, c'est l'essentiel. Mais voilà, non, pas forcément de prérequis, à part la volonté, la motivation. Si possible, en apprentissage, déjà un maître d'apprentissage. Exactement. Mais sinon, je suis là aussi pour aider les candidats à trouver leur maître d'apprentissage. Donc non, pas forcément de prérequis, à part la motivation. Ok. Et est-ce que vous pouvez nous dire quel métier vise ces formations, s'il y a vraiment des métiers spécifiques et quel métier ils visent
On est vraiment orienté vers la nature, vers le vivant. Donc ça va être des orientations, si c'est aménagement paysager, ça peut être autant dans l'entretien que paysagiste ou une des spécialités de l'aménagement paysager. Ça peut être très bien spécialisé dans les bassins, dans les sports engazonnés, donc les stades, les hippodromes. Ça peut être le système d'irrigation, ça peut être la construction paysagère. Enfin, il y a énormément de spécialités. Très vaste. Oui, c'est hyper vaste. Et pour ce qui est de l'horticulture, ça va être le maraîchage, les pépinières. Enfin voilà, il y a énormément de spécialités dans ces domaines-là. Okay. Et de l'emploi. Oui. Ah, voilà, c'est exactement la question que je vais vous poser. Vous avez lu dans mes pensées. Non, il y a de l'emploi. C'est pas un secteur bouché justement du coup? Pas du tout. Je dirais que là aujourd'hui, je suis là surtout pour mettre en avant la filière horticole parce qu'elle est souvent oubliée des orientations. Exactement. On ne sait pas trop ce que c'est d'ailleurs l'horticulture. Sauf que y a du boulot et il n'y a pas trop de candidats. Donc je suis là pour dire venez à Hortipole parce qu'on fait une super formation qui aboutit à un emploi après. Ok. Et merci beaucoup. Mais je vous en prie. Bonjour et bienvenue sur ce live. Est-ce que vous pouvez vous présenter chacun votre tour? Alors, pour ma part, je suis le brigadier chef des Loves. Je suis le chef de la formation et du recrutement au sein de la police nationale de l'Orne. Okay. Donc, j'ai un poste départemental. Okay. Et vous? Alors, pour ma part, monsieur Lebris, je suis technicien de police technique et scientifique à la division de la police scientifique de l'Orne. Ok. Donc comme vous me le disiez précédemment, vous êtes dans deux secteurs différents. Je ne sais pas si je puis le dire comme ça, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu vos rôles dans les brigades? Moi, au niveau de mon rôle, je fais partie des policiers de terrain. Donc par rapport à mon collègue, je suis armée, par exemple. Okay. Donc je fais partie de la filière des gardiens de la paix. J'ai fait l'école de police, c'est nous qui intervenons dans le cadre des polices secours, sur les appels 17, etc. Donc ça c'est ma partie à moi. Moi, ma partie, en fait, la police technique et scientifique, on est appelé à venir sur des scènes, des vols ou des scènes de crime, et on recherche les traces et indices. Ok. Donc c'est pour ça qu'on est bien différenciés. À la différence des policiers, nous ne sommes pas armés. Ok, oui, totalement. Là, on peut faire la différence du coup. C'est ça. Exactement. Donc vous, c'est un peu... Alors je ne sais pas du tout, je ne m'y connais pas du tout, ça ferait un petit peu comme la police scientifique? C'est de la police scientifique. Okay. Oui, tout à fait. Mon collègue a un cursus... plus sur les lois, biologie, etc. C'est ça. Voilà. Ok, pas de soucis. Ce qui nous n'est pas notre cas, nous on est plus sur le volet judiciaire, de droit. C'est ça, donc vous par exemple pour être pris à vos postes, c'est plus... Au niveau du recrutement, on a plusieurs voies d'accès. Donc il y a une voie d'accès qui est sans concours. La voie d'accès sans concours, c'est pour les policiers adjoints. Donc c'est un concours qui se fait à partir de l'âge de 18 ans. Qui permet aux jeunes d'intégrer les commissariats sans diplôme. Okay. Donc c'est des contrats pendant 6 ans. Pendant 6 ans, ils sont avec nous dans les commissariats. Nous, on les aide à s'entraîner à passer le concours interne des gardiens de la paix. Et ensuite, ils peuvent basculer sur le concours des gardiens de la paix. Après, pour ceux qui auront le bac, eux, ils peuvent rentrer directement par la voie d'accès gardien de la paix. En passant le concours. Il y a un petit peu de temps. Voilà. Okay. Mais on a une voie d'accès sans diplôme. Ok, c'est intéressant ça. Par contre, en fait, en fonction ensuite, vous faites une licence, ça vous permet d'accéder au niveau supérieur, etc. Ça. Mais oui, après les grades, c'est au niveau des années d'expérience, j'imagine. Oui, c'est ça. Moi, je suis chef au bout de 20 ans, par exemple. Ouais, c'est ça. Voilà, ça prend du temps. Par contre, nous, dans l'Orne et dans la zone, là, il va y avoir un recrutement à partir du 1er juin. Okay. Donc il y a un recrutement de policiers adjoints à partir du 1er juin jusqu'au 31 juillet, les accès concours. Ok, voilà. Carrément. Donc ça c'est cool à savoir déjà. Et puis je ne sais pas si c'est vraiment spécifique au département, mais pour cette année, c'est une des premières, vous aurez le choix de votre ville. C'est-à-dire pour les policiers adjoints, s'ils veulent être à Alençon, Argentan ou Flers, ils ont le choix de leur ville. Pour la première fois. Oui, ils sont plus directement... parce que normalement, d'habitude, on postulait sur un département. C'est ça. Là, cette année, on postule vraiment sur une ville. Ça peut être intéressant carrément. Oui, bien sûr. Et donc vous, du coup, pour les recrutements, ça se passe comment Alors nous, ça va être un concours national qui est accessible à partir du bac. Vous devenez technicien de police technique et scientifique.
et vous avez une formation d'1 an. Après, comme les policiers, selon votre cursus scolaire, vous pouvez également passer le concours d'ingénieur. Ok. Et c'est pareil, vous partez en formation pendant 1 an aujourd'hui à l'Académie de police. Nous, c'est basé à Lyon, Écully plus exactement. Ok, c'est un peu plus loin du coup. Ouais. Tout à fait. Et après, alors, c'est en train d'évoluer, l'Académie de police est en train de se mettre en place, mais à terme, selon le classement, vous serez muté à tel ou tel endroit. Ok. Donc là, il n'y a pas de rentrée sans diplôme. Non, pas pour la police technique et scientifique. On est rentré minimum bac en tant que technicien. Ok. Et donc pour essayer d'un petit peu sortir de vos secteurs, on va dire respectifs, quelles autres qualifications on peut retrouver dans la police et qui sont disponibles à pourvoir par exemple? Alors, la police, c'est 67 métiers différents normalement. On a tous un tronc commun. Ok. Donc je parle pour ma partie. Oui, pas de souci. Donc on a tous un tronc commun, c'est d'être gardien de la paix. C'est-à-dire qu'une fois qu'on accède à ce grade-là, ensuite c'est à vous de vous spécialiser pendant votre carrière. Donc vous avez des collègues qui partent en cynophile avec les chiens, il y en a d'autres en équestre, en CRS, il y en a 67, ils en ont dénombré. Donc dans tous les cas, il faut rentrer et après voilà. se spécialiser. Il y a vraiment un tronc commun, on fait 1 an d'école de police et ensuite à vous de vous spécialiser. Quoi. Ok. Voilà. Sur Alençon, par exemple, on a des collègues qui ont eu la spécialité bac. Bon, ils l'ont eu à l'issue. Oui. Moi, par exemple, j'ai une spécialité formation. Bon, je suis partie pour apprendre à faire de la formation. Quoi. Parce que donc du coup, en étant dans la police, on peut faire des formations? Oui. C'est-à-dire que chez nous, on a la formation continue. On a des collègues qui sont formés à former les autres, en fait. Ok. Donc moi, pour ma partie, je forme sur plusieurs thématiques. Et je vais former mes collègues quand il y a besoin. Et donc ça c'est bien parce que du coup ils sont formés par des vraies personnes du terrain. Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, Yannick Lassica, je suis responsable d'un centre de formation qui s'appelle Pierre de Beauchamp, formation professionnelle à la pierre sèche. Donc la pierre sèche, c'est une technique de construction très ancienne et en même temps très moderne, puisque on a des constructions en pierre sèche qui datent du néolithique, qui sont présentes ici en Normandie. On va retrouver ça sur des sites archéologiques et on va retrouver ça sur la côte, avec notamment une particularité normande et bretonne qui sont les pêcheries en pierre sèche, qui sont des pièges à poissons dans la zone des marais. Pourquoi êtes-vous présent aujourd'hui? Alors nous sommes présents aujourd'hui, comme nous étions présents au Salon de l'orientation et des métiers à Rouen, et cette année, l'année prochaine nous serons à Caen, pour présenter notre métier qui est un jeune métier qui a pas plus d'une vingtaine d'années. Autant le savoir-faire est ancien, autant les artisans, les écoles se sont organisés pour en faire un métier que depuis une vingtaine d'années. Et voilà, donc nous sommes là pour présenter le métier et présenter de nouvelles formations, puisque en octobre, donc l'organisme France Compétences a validé une nouvelle certification professionnelle, donc qui est équivalent d'un CAP de murailler en aménagement paysager. En quoi consiste votre métier? Alors le métier de murailler, il s'agit à partir d'un tas de pierres, d'en faire un mur. Et donc avec que des pierres. L'appellation pierre sèche, c'est parce que c'est une technique de construction sans eau. Si vous mettez du ciment ou si vous mettez de la chaux, automatiquement vous devez le délayer pour coller les pierres. Dans le cas de la pierre sèche, les pierres ne sont pas collées, il y a des pierres qui sont, alors je ne peux pas faire le geste, là je tiens le micro, des pierres qui sont croisées et calées, et ensuite, à la fin de la construction d'un mur,
Il n'y a aucune pierre qui bouge. En quoi consiste votre métier? C'est un métier qui, à partir d'un tas de pierres, il s'agit de construire un mur qu'avec les pierres. Et quand la construction est finie, il y a 0 déchet. C'est un métier de création, puisqu'en fait il s'agit d'assembler des pierres. Le mur, pourquoi tient-il seulement avec des pierres? C'est parce que la technique, c'est une technique universelle qu'on trouve partout dans le monde. Partout il y a des pierres de qualité constructive. Il s'agit donc de croiser les pierres et de les caler. Quand le mur est fini, il n'y a aucune pierre qui bouge. Et est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ces pierres Alors ces pierres, oui tout à fait, parce que en Normandie, nous sommes une région de pierres, et en particulier dans ce département de l'Orne, où il y a un label UNESCO qui atteste que nous sommes bien dans un département de pierres, puisqu'il y a le géoparc qui est porté par le parc naturel régional Maine-Normandie, donc qui vient d'être labellisé l'an dernier. Et c'est une reconnaissance de la richesse géologique. Alors, je peux vous montrer la carte géologique de Normandie. Nous voyons bien que l'Orne fait partie du massif armoricain, et donc chaque couleur de la carte montre qu'il y a une diversité de roches, parfois d'un village à l'autre, d'une vallée à l'autre, d'une commune à l'autre. Et alors ces roches, quelles sont-elles? Dans le massif armoricain, on va avoir des granites, on va avoir des schistes, on va avoir des grès. Ici c'est un grès schisteux, donc ça c'est un grès de la Manche, ça c'est un granit qu'on va retrouver soit dans la Manche, soit dans l'Orne, et ça c'est un schiste à côté de Saint-Lô, donc dans la Manche aussi. Donc ces 3 exemples parmi certainement au moins une vingtaine, une trentaine de qualités de pierres différentes. Quelle est la formation pour faire murailleur paysagiste? Alors murailler, on va dire, suivant les départements, il y a un nom générique qui est murailler, mais par exemple, suivant les départements, suivant les groupes de professionnels, on parle de murailleur. Dans le Jura, on parle de muretier. Voilà, donc il y a des appellations comme ça qui sont différentes. Mais le murailler, c'est un terme générique. Rappelez-moi la question. Quelle est la formation qu'on peut faire pour faire murailler paysagiste? Alors, murailler paysagiste, on peut arriver au métier de murailler soit par une formation, donc c'est un métier du paysage. Et dans les métiers du paysage, qui sont dans les métiers du ministère, qui sont dans le système d'enseignement professionnel du ministère de l'Agriculture, donc il y a un certificat de construction paysagère. Et puis plus récemment, donc l'an dernier, ont été validées 2 nouvelles certifications. Donc un équivalent CAP, donc, qui est une certification de murailler en aménagement paysager. Et puis il y a aussi une certification qui permet à des jeunes et des moins jeunes de tester si oui ou non ils aiment la pierre, ou si oui ou non ils veulent aller vers ce métier. Donc il y a un premier niveau de certification qui s'appelle Restaurer ou bâtir en pierre sèche, et qui lui valide 2 semaines de formation. Donc c'est vraiment l'entrée dans le métier. Voilà, c'est la première marche de l'escalier. Comment pouvons-nous vous contacter? Notre centre de formation s'appelle Pierre de Beauchamp. Donc il est basé à Soulœuvre-en-Bocage. Nous laisserons à la mission locale toutes nos coordonnées. Donc Soulœuvre-en-Bocage, donc dans le département du Calvados. Et puis voilà, je pense que. Est-ce que vous avez des petites choses à rajouter? Je peux vous montrer quelques exemples.
Mur en pierre sèche, donc aujourd'hui, il y en a beaucoup dans le patrimoine, mais quand on parle de pierre sèche, on pense aux endroits où on la voit encore, où on la voit beaucoup, c'est-à-dire les zones où il fait sec. Donc patrimoine en pierre sèche, patrimoine bâti en pierre sèche, on pense à la Provence, on pense au pourtour méditerranéen, où la végétation est rare. En fait, l'homme a bâti en pierre sèche partout où il y avait de la pierre de qualité constructive. Et donc ici en Normandie, il y en a beaucoup, sauf que comme il pleut beaucoup, certains disent la Normandie, il y a 2 saisons, la saison des pluies et la saison pluvieuse. Comme il y a beaucoup de pluie, la végétation pousse beaucoup et donc le patrimoine en pierre sèche est recouvert par la végétation. Donc il faut avoir un œil exercé pour le voir, quoi. Je vous laisse montrer les petits... Voilà, donc, alors aujourd'hui, cette technique de construction donc, qui connaît un regain d'intérêt parce qu'elle est adaptée aux enjeux d'aujourd'hui. La construction en pierre sèche est une réponse à la réduction de biodiversité, est une réponse aux effets du changement climatique. Sur cette photo, on voit 3 éléments, trois techniques pour soutenir un talus, 3 techniques différentes. La technique qui a été majoritairement utilisée depuis l'avènement du béton et des produits dérivés du pétrole au cours du XXe siècle. Donc ici, on a un soutènement en béton et on voit qu'après quelques années, il va se fissurer. Il a le soutènement en béton, ou le talus en béton va avoir une durée de vie de 10, 20 ou 30 ans. À côté de ça, vous avez ici un talus qui a été recouvert par une bâche plastique. Malheureusement, comme c'est la technique la moins chère, ça dure moins longtemps, ça pollue. Et en plus, en Normandie, donc, vous avez des dizaines, des centaines de kilomètres de talus bâchés en pierre sèche. Et du voilà. coup, celui-là, c'est celui-là qui dure le plus longtemps. Et celui-là, donc, c'est le mur en pierre sèche. Donc lui, non seulement il a un impact carbone 0, puisqu'en fait on prend la pierre au plus près possible. Un mur en pierre sèche, c'est essentiellement de la main d'œuvre. Donc on fait travailler les habitants du territoire. Donc 0 pollution, puisque c'est que de la pierre locale. Et puis ça dure, si c'est bien bâti, ça dure entre 200 et 400 ans. Voilà. Et puis si on peut prendre peut-être un avantage important. Dans l'Orne, il y a un certain nombre de communes et de zones qui sont vallonnées. Et en Normandie plus généralement. Donc quand vous avez comme ici un talus, là devant cette maison il y avait un talus, donc on ouvrait la porte d'entrée et on se retrouvait face à une pente. En fait on a bâti 10 mètres devant, on a bâti un mur, ce qui a permis ensuite de combler derrière le mur et devant la porte et donc de créer une terrasse. Et du coup on a gagné 70 mètres carrés de terrasse plate. Et donc grâce à la technique du mur en pierre sèche, dans des terrains en pente, ça permet d'améliorer le confort de la parcelle. Voilà. Et du coup, pour construire tout ça, vous utilisez quel matériau à part du coup les pierres qui sont le principal matériau? C'est que de la pierre. C'est que de la pierre où il y a voilà. rien, Alors là, pourquoi le métier de murailler est un métier dans la modernité? C'est un métier qui se développe dans le monde professionnel du paysage où il y a une culture de la réduction de la pénibilité, une culture de la formation professionnelle, comme dans le système de formation agricole, et donc le murailler, dès qu'il y a une pierre on va dire qui n'est pas manuportable, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se porter facilement à la main. Dans les entreprises de paysage, vous voyez, je peux remonter celle-là. Dans les entreprises de paysage, on a des mini-pelles. Et donc, à côté du murailler, donc, il y a un deuxième professionnel qui est le chauffeur-pelleur.
et qui, dès que la pierre va être un peu lourde, c'est la pelle qui va, avec une pince qui tourne à 360 degrés, c'est la pelle qui va prendre la pierre lourde et qui va la poser là où le murailler va lui dire de la poser. Et du coup, donc, on réduit la pénibilité du métier et on réduit l'image associée à la pierre. Alors, les pierres sont lourdes, c'est vrai, mais l'approche moderne du métier fait que tout est pensé pour réduire la pénibilité au travail et donc faire qu'une carrière de murailler soit possible plusieurs années sans forcément se détruire la santé. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous recrutez? Alors tout à fait, nous formons et nous recrutons puisque il y a une prise de conscience de l'utilité, de la nécessité de pouvoir construire dans les jardins, dans les espaces verts publics, avec une technique écologique, avec une technique durable. Et aujourd'hui, donc, il est possible. Donc, il y a une demande. Il y a des offres d'emploi qui sont en train d'émerger. Et puis, l'actualité de notre métier, c'est l'ouverture prochaine en Normandie d'une formation en apprentissage pour devenir murailler en aménagement paysager. Et donc, tout jeune ou moins jeune intéressé, puisque nous constatons qu'un murailler sur deux en fait est une personne en reconversion. Et donc bienvenue. Donc soit recruter en apprentissage, soit si vous avez plus de 30 ans en contrat professionnel. Super, merci beaucoup. Merci à vous.